Dans cet exercice, on va voir comment on fait pour obtenir les équations horaires d'une particule chargée qui est dans un champ électrique uniforme. Ça, c'est quelque chose qu'on fait typiquement en terminale en spécialité physique. Et bien évidemment, si tu fais des études scientifiques après le bac, il y a de grandes chances que tu aies encore à savoir faire ce genre de choses. Mais bon, ça c'est moins garanti, ça dépend vraiment de quelle filière tu es en train de suivre. Et une fois qu'on aura obtenu ces équations horaires, on va voir comment on fait pour en déduire l'équation de la trajectoire, qui est en général la question qui suit juste après, lorsque tu as un contrôle. Donc l'énoncé nous précise qu'on a une particule dont on nous donne la masse, m, et sa charge, q, qui est négative, qui entre entre deux armatures d'un condensateur plan où règne un champ électrique uniforme. Ce champ électrique, on note grand E avec un vecteur. Et la particule, elle rentre dans le condensateur plan avec une vitesse initiale V0 qu'on nous précise directement sur le schéma. Et notamment ici, ce qui va être important, c'est l'angle alpha formé par ce vecteur V0 avec un des axes du repère. Mais on va voir dans la suite comment on fait pour traiter ça. La première étape, comme souvent en mécanique, ça va être d'utiliser la deuxième loi de Newton pour avoir le vecteur accélération. Pour ça, pas besoin d'écrire en toutes lettres la deuxième loi de Newton, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est partir de la formule. Et pour rappel, la formule, elle nous dit que la somme des forces extérieures, c'est égal à la masse de la particule fois son vecteur accélération, sans oublier les vecteurs sur les forces et sur le vecteur accélération. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de connaître les forces qui s'exercent sur la particule chargée lorsqu'elle va être dans le condensateur plan. Et pour rappel, une particule chargée qui est soumise à un champ électrique va avoir une force qui va s'exercer sur elle, et cette force va être égale à F, la valeur de la charge, fois le champ électrique. Ça, c'est quelque chose que tu dois connaître par cœur. L'énoncé nous permet de déduire qu'il y a cette force qui s'exerce sur la particule. Ensuite, on doit se demander est-ce qu'il y a d'autres forces qui s'exercent sur notre particule. Or, au début, on nous a précisé que la particule elle a une masse m. On a donc au moins son poids qui va s'exercer dessus. Et ici, on a beau chercher, il n'y a pas d'autres forces qui s'exercent sur la particule. L'énoncé ne nous en a précisé aucune autre et on n'en trouve aucune autre, donc a priori, il n'y aura que ces deux forces. Ici, je vais faire quelque chose qu'on t'aura en général précisé dans l'énoncé ou fait déduire à l'avance, c'est que le poids P, on va le négliger. En général, on a une particule chargée qui est de faible masse. Par exemple, ça va être un électron, un proton ou vraiment quelque chose de très léger. Et son poids, on va pouvoir le négliger devant la force F. Si on remplace, ici on a donc Q fois E qui est égal à M fois le vecteur accélération. Nous, ce qu'on veut, c'est le vecteur accélération. Donc on réécrit ça légèrement différemment. Et on a Q sur M fois le champ électrique. Maintenant, nous, ce qu'on veut sur le vecteur accélération, c'est son expression vectorielle, mais ce qu'on va avoir besoin pour la suite, c'est de ses coordonnées à ce vecteur. Donc, autant les écrire tout de suite. Et ici, on veut ses coordonnées selon deux axes, l'axe X et l'axe Y, qui sont directement donnés dans le schéma de l'énoncé. Ici, puisque le vecteur A il est égal à un coefficient multiplicateur fois le vecteur E, ce qu'on a besoin de faire, c'est une projection du vecteur E. Autrement dit, on veut les coordonnées du vecteur E. Et ici, on remarque que le vecteur E, il est nul selon l'axe X. Parce que si on regarde sur le schéma, il est perpendiculaire à l'axe X. Ce que ça veut dire, c'est que l'accélération AX, donc la coordonnée selon l'axe X, elle est nulle. En revanche, la coordonnée selon l'axe Y, donc AY, elle est égale à Q sur M fois E. Une fois qu'on a les coordonnées du vecteur accélération, la deuxième étape, ça va être de faire une intégration pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Et si on cherche la primitive de 0, donc autrement dit quelque chose qui dérivé donne 0, ça c'est une constante. Donc on sait que la valeur du vecteur vitesse selon l'axe x, c'est égal à une constante, dont on va devoir déterminer la valeur par la suite. Maintenant on doit trouver la primitive de ay, donc autrement dit q sur m fois e. Q sur m fois e, c'est la multiplication de trois chiffres. À aucun moment on ne voit apparaître le temps dans cette expression. Autrement dit, ça revient à se demander, quand je dérive quelque chose, comment je fais pour obtenir une constante. Et ça, c'est Q fois E sur M fois T. Plus une constante, puisque dériver une constante, ça nous donnerait toujours 0, donc il ne faut pas oublier cette constante. Alors ici, si tu as un petit peu d'avance en physique par rapport à ton programme de maths, peut-être que tu es un peu perdu à cette étape. C'est assez normal. En revanche, pas de panique, puisque ça va vraiment être toujours la même chose quand on arrive à cette étape, en le faisant 2-3 fois, ce sera vraiment naturel pour toi. Le mieux, c'est que tu comprennes les maths qu'il y a derrière, mais si tu les comprends pas tout à fait, c'est pas un drame, à force de le faire, ça va être un réflexe pour toi. Bon, ici on a presque terminé, mais on a écrit C1 et C2. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est déterminer la valeur de ces constantes. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. Autrement dit, la valeur du vecteur vitesse à l'instant 0, quand t est égal à 0. On se demande donc quelle était la valeur du vecteur vitesse selon l'axe x et selon l'axe y à l'instant 0. Et pour ça, on doit remonter sur notre schéma de tout à l'heure. Donc sur le schéma de tout à l'heure, on voit que le vecteur vitesse à l'instant initial,
Il nous est donné avec une histoire d'angle alpha. Et là, ici, c'est là qu'on va devoir faire de la projection avec de la trigonométrie si on a ce genre de choses. Donc là, je vais reproduire plus bas. Pour qu'on comprenne mieux, je vais reproduire le schéma en plaçant uniquement ce qui va nous intéresser. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le vecteur V0. On a ici l'axe X. Et on a là l'axe Y. Entre les deux, on a un angle alpha. Et ici, si on précise différemment, on voit que ça va être V0Y. Et que ce segment ici, ça va être V0X. On voit aussi qu'on a un angle droit ici. Autrement dit, on s'est retrouvé avec un triangle rectangle. On a un triangle rectangle, on cherche la valeur de deux côtés, on a l'hypoténuse V0, donc finalement on a les trois côtés. On a un angle, on va pouvoir faire de la trigonométrie, exprimer les cosinus et les sinus de cet angle. Le cosinus de l'angle alpha dans cet angle, c'est égal au côté adjacent, donc autrement dit V0x, divisé par l'hypoténuse V0. Et le sinus, c'est égal au côté opposé, donc V0y, divisé par V0. Nous, ce qu'on cherche, c'est les expressions de V0x en fonction du reste. Donc on a V0x qui est égal à V0 cos alpha, et V0y qui est égal à V0 sinus alpha. Autrement dit, à l'instant initial, Vx c'est égal à V0 cos alpha, et Vy c'est égal à V0 sinus alpha. Alors je veux pas te perdre, mais petite parenthèse, ici il peut y avoir des signes moins qui apparaissent. Ces signes moins ne vont jamais apparaître si V0 est dans le même sens que les deux axes. Donc tu vois, ici V0 il est en train de monter et d'aller vers la droite, comme les axes X et Y. Si par exemple V0 était en train de descendre et d'aller vers la droite, alors dans ce cas-là, il y aura un signe moins qui apparaîtrait selon l'axe Y. Puis il sera en train de descendre alors que l'axe Y est en train de monter. C'est aussi bête que ça, tu dois juste regarder est-ce que ça pointe dans la même direction pour savoir s'il y a des signes moins qui vont apparaître et les mettre au bon endroit. Donc là ici c'est bon, on a déterminé la valeur de C1 et C2. On se sert des deux valeurs qu'on vient de trouver pour remplacer directement dans l'expression qu'on avait déterminée précédemment. Et on a obtenu l'expression du vecteur vitesse. Mais c'est pas terminé, nous ce qu'on voulait c'est les équations horaires. Donc autrement dit, les expressions de la position selon l'axe X et selon l'axe Y en fonction du temps. Et on va reproduire cette étape, c'est-à-dire qu'on va refaire une intégration. Donc premièrement, on traite x de t. Donc on doit intégrer Vx, c'est-à-dire V0 cos alpha. Et ça, comme tout à l'heure, je te le disais, si tu es pas très à l'aise avec les maths, bon, c'est un petit problème, mais c'est pas dramatique. À force de le faire, tu vas voir que ça va rentrer. C'est vraiment tout simplement des calculs d'intégrale qu'on voit en maths de manière assez classique. Et comme c'est pas une vidéo de maths que je suis en train de faire, je peux pas me permettre de trop rentrer dans le vif là-dedans. Et y de t, on prend l'intégrale de QE sur m fois t, et ça fait 1 demi de l'expression que je viens de te dire, et on met le t au carré, plus V0 sin alpha fois t, et plus une constante qu'on n'oublie toujours pas. Comme tout à l'heure, on doit déterminer la valeur des constantes C3 et C4 pour avoir terminé. Donc pour ça, on se sert des conditions initiales. Donc autrement dit, les conditions initiales, ça revient à se demander à quelle position était ma particule à l'instant 0. Et ça, si on remonte sur le schéma, on voit qu'à l'instant 0, la particule, elle est ici. Autrement dit, les coordonnées de la particule à l'instant 0, c'était 0 et 0. Donc la valeur des constantes, c'est 0 et 0. Et voilà, c'est terminé, on vient de déterminer la valeur des équations horaires de la particule chargée dans le condensateur plan. Autrement dit, avec ces équations, tu peux déterminer la valeur des coordonnées à n'importe quel temps. Si on te demande où elle se situe au bout d'une seconde, 2 secondes, tu pourras répondre à cette question. On peut passer à la question 2, qui est en général, comme je le disais, la suite directe des équations horaires, c'est l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, ça revient à avoir, comme son nom l'indique, une équation qui va nous donner directement la forme de la trajectoire de la particule dans le condensateur. Et pour faire ça, il va falloir supprimer le temps dans les deux expressions. Donc pour ça, on prend en général l'expression la plus simple, donc ici celle selon x, et on la transforme pour avoir t est égal à quelque chose. Donc ici on a t qui est égal à x sur v0 cos alpha. Et une fois qu'on a réussi à exprimer t en fonction de x, on va aller dans la deuxième expression, donc cette fois-ci y de t, et on va remplacer les t qu'il y a dedans par l'expression qu'on vient d'écrire. Donc on a y qui est égal à q fois e sur 2m. Donc ici on avait t au carré, donc à la place on va écrire x v0 cos alpha, on n'oublie pas le carré, plus v0 sin alpha, on avait un t, donc on le remplace x v0 cos alpha. Et ça c'est l'équation de la trajectoire. Alors bien sûr avant de terminer on regarde s'il n'y a pas quelques simplifications à faire,
Et en général, oui, il y en a, puisqu'on a le V0 qui est là, qui se simplifie avec celui-ci. Et on a aussi sin alpha sur cos alpha, bon ça c'est de la trigonométrie de base, qui est égale à tangente. Donc, autrement dit, la deuxième partie, on peut la simplifier en écrivant x tangente alpha. Et sur la première partie, ça dépendra des fois, mais la plupart du temps, il n'y a pas de simplification très évidente. Et ça te donne une équation de la forme y est égal à ax carré plus bx. Ça, c'est une équation de parabole. Ici, a est négatif puisque q est négatif, donc on a une parabole qui va avoir une forme comme ça. Autrement dit, ta particule, quand on va rentrer dans le condensateur plan, elle va avoir une forme qui ressemble à une parabole que je viens de te tracer. C'est tout pour cet exercice. Si tu as appris des choses, abonne-toi, mets un pouce bleu, et puis on se dit à bientôt pour d'autres exercices.